L'intelligence artificielle va-t-elle tuer ou sauver le climat? C'est la question que se posent de plus en plus d'entreprises et je reçois 2 dirigeants qui se servent de l'intelligence artificielle justement pour faire la transition climatique de leurs clients. Bonjour Laurent Félix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Equimetrix. Et avec vous, Tristan Picard, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être en plateau sur BFM Climat. Vous êtes le directeur général adjoint d'Accenta. Laurent Félix, je commence avec vous. On vous connaît sur BFM Business, vous êtes au French Tech 120, une de nos pépites françaises de l'IA. Très concrètement, très simplement, comment est-ce que vous vous servez de l'IA pour aider vos clients à faire leur bascule climatique, leur pivot climatique? Donc déjà, c'est une bonne remarque, on aide nos clients. Mais avant ça, on aide aussi à montrer l'exemple nous-mêmes en nous transformant, nous, côté Equimetrix. Ouais. Donc on s'est engagé dans une feuille de route ambitieuse pour réduire les émissions carbone d'Equimetrix elle-même. Mais ensuite, l'émission carbone d'Equimetrix est faible par rapport à celle de ses projets auprès de ses clients. Ouais. Et donc c'est le fameux scope 3 dont on parle tout le temps. Effectivement. Donc c'est effectivement ça. Et donc comment est-ce qu'on se sert de l'IA pour décarboner nos clients, disons? Il y a plusieurs manières. Je vous donne plutôt des exemples. Je pense que ça sera plus facile. Mais le chapeau global, c'est quand même de dire que pour nous, l'écologie et la transition écologique, c'est un sujet de business pour ces entreprises-là. Ça peut choquer un petit peu, mais pour nous, c'est ça la façon dont on le voit. C'est-à-dire qu'on considère que les entreprises qui vont aller vers cette transition écologique, les premiers, et on parle encore de pionniers aujourd'hui, sont ceux qui vont s'en tirer dans la sphère économique, y compris dans la sphère économique demain. Sauf que c'est très compliqué de concilier les enjeux de performance et les enjeux business. Ouais. C'est là où l'IA intervient, c'est en résolvant cette équation difficile. Là, je vous donne un exemple. Typiquement, un grand compte du CAC 40, il a des dizaines de milliers de fournisseurs dans sa chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Et il a lui-même dans son scope 3 l'ambition de réduire l'empreinte carbone de cette chaîne de valeur dans son entièreté. Ouais. Comment est-ce qu'on fait, quand on est un grand compte du CAC, pour adresser des dizaines de milliers de PME? Eh bien, nous, on a une solution qui le fait. C'est-à-dire qu'elle permet d'estimer en 2 clics l'empreinte carbone de chacune de ces dizaines de milliers d'entreprises et de fournir un plan d'action personnalisé au secteur, à la taille, à la géographie de ces acteurs-là. Voilà. Et ça, c'est très puissant. Toutes ces PME, tous les fournisseurs vous fournissent des données, c'est ça? Non, justement, je ne leur demande pas de données. Je me sers des données que j'ai à travers différentes bases, c'est des comparables. Privées. D'accord, ok. Et on fait, il y a des algorithmes de comparaison, pour le dire simplement, qui permettent d'être très précis dans ces estimations-là et d'être pertinents dans les plans d'action qu'on propose. Hyper intéressant à vous aider donc vos clients derrière à passer à l'acte. Exactement. Très intéressant et très clair. Même question pour vous, Tristan Picard. Donc vous, Accenta, c'est l'IA au service de la décarbonation du bâtiment, du logement. Expliquez-nous comment vous faites. Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, notre mission, c'est de simplifier la décarbonation des bâtiments, privés, publics, tout type de bâtiments. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des technologies qui sont éprouvées, comme la production de chaleur et de froid par la géothermie, parce qu'on s'adresse surtout en fait on s'adresse au chauffage des bâtiments et climatisation, parce que c'est ce qui représente 75% des émissions de CO2 dans le bâtiment, qui lui-même pèse à peu près pour 1/3 des émissions en France. Ouais. Donc là-dessus, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs briques. D'une part, on peut mieux piloter ce qui existe, donc toutes les installations techniques de chauffage et de climatisation. Donc là-dessus, on a développé une solution sur laquelle l'IA vient nous aider, puisqu'en fait, l'IA, alors je vais l'écrire aussi sur l'autre solution qui est la production d'énergie, donc production de chaud et de froid en se basant sur la géothermie. Et en fait, l'IA nous aide, in fine, alors comme tu disais Laurent, le but c'est que pour les clients, on leur permette de décarboner en résolvant différentes contraintes qu'ils ont. Parce qu'en fait, les technologies qui permettent de décarboner, malheureusement souvent, semblent chères, en tout cas à l'investissement initial. Or, la bonne nouvelle, c'est que derrière, dans l'exploitation, elles le sont moins. Et qu'est-ce que l'IA permet ? C'est qu'en fait, l'IA, déjà, au moment de la conception, elle va nous aider à envisager énormément de scénarios, beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire en bureau d'études. D'accord. Et donc, elle va simuler tout type d'installation. Et ensuite, elle va simuler la vie du bâtiment dans le temps, en prenant en compte les caractéristiques du bâtiment, ses isolations, etc., les usages, et les prédictions de température dans le temps. Et du coup, grâce à ça, en fait, grâce à l'IA, l'IA nous propose ces scénarios qui sont déjà optimisés. Et ensuite, une fois qu'on implémente, donc du coup, ça nous permet de trouver le meilleur compromis avec le client sur la solution technique et qui soit financièrement viable et qui lui permet de décarboner. Et ensuite, dans l'exploitation du bâtiment, notre IA, elle, est une régulation prédictive et intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, elle va analyser le bâtiment. Alors, elle va apprendre sur la vie du bâtiment. Plus le temps passe, plus elle apprend comment le bâtiment réagit quand il fait 0 degré dehors, 5 degrés, etc. et à quel moment il faut le chauffer. Et donc, va aussi proposer le meilleure utilisation. Est-ce qu'à tel moment, j'utilise tel ou tel système, la géothermie, la pompe à chaleur ou autre. Et au final,
grâce à cette IA, on arrive à avoir des performances très fortes et donc des économies d'énergie. Et donc, les économies d'énergie, ce sont des économies sur la facture. Ouais. Et en fait, ces économies sur la facture que du coup, on peut garantir, parce que l'IA est l'outil qui nous permet de le faire, font que finalement, je reviens au point de départ, là où l'investissement était trop important, on va proposer à nos clients de le tiers financer. D'accord. Et c'est les économies générées dans le temps qui vont permettre de le tiers financer. Alors, c'est très clair, complètement cohérent, mais et il y a des clients qui vous suivent là-dedans. Est-ce que tout le monde est réceptif à ces arguments? Parce que quand on parle d'IA, le plus généralement, on parle de productivité ou de créativité. On pense moins spontanément au climat, à la décarbonation. Est-ce que vos clients sont réceptifs à se dire oui, je vais faire de l'IA pour avancer sur mes objectifs climatiques? Ou est-ce que vous avez beaucoup de pédagogie à faire là-dessus? On a beaucoup de pédagogie. Pour être tout à fait honnête, l'IA, c'est un outil très puissant. Si on le met dans des mauvaises mains, ça donne Chine. C'est-à-dire la production de milliers de modèles quotidiens et des coûts écrabouillés. Donc ça peut être une catastrophe planétaire et sociale au passage. Et donc effectivement, l'IA, et on le sent bien sur le marché, a une assez mauvaise image. Et donc c'est des acteurs comme nous, avec Tristan, qui devons prêcher la bonne parole et surtout faire la démonstration que c'est aussi une solution. Et donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'en est un. Je peux en donner un autre dans le secteur de l'automobile. Quand vous avez une direction marketing qui a donc des moyens moteurs commerciaux et marketing pour développer ses ventes, vendre ses véhicules, avec la norme CAFE, il est obligé de changer le mix. Et puis en plus, il y a l'arrêt des moteurs thermiques d'ici quelques années. Et donc le fait d'arriver à avoir des modèles d'IA qui lui disent en fonction de l'empreinte carbone du véhicule vendu, et donc elle est moindre pour les véhicules thermiques, elle serait encore moindre pour les véhicules plus légers, de faire du rétro-engineering, de dire l'empreinte carbone, si je la valorise et que je la rentre dans ton ROI, ça change complètement les ROI de ta direction marketing. Et donc là, c'est exactement le paradigme qu'il faut essayer de trouver entre une performance commerciale et une performance écologique. Vous devez faire la pédagogie auprès des clients, mais j'imagine peut-être aussi auprès de vos concurrents, enfin en tout cas de l'écosystème. Il y a plein de boîtes, et notamment en France, et c'est une chance, qui font de l'IA, mais est-ce que tout le monde se soucie du climat ou pas? Ou est-ce que vous êtes des exceptions tous les deux? Alors, j'espère qu'on n'est pas les exceptions, on en rencontre quand même souvent, mais en effet, ça peut représenter un frein pour nos concurrents ou pour les clients, parce que finalement, si les clients demandent, il y aura plus de concurrents, et tant mieux, c'est que ça prend. Moi, je vois effectivement, comme tu dis, Laurent, dans les freins, il y a... alors nous, la question qu'on nous pose souvent, c'est, mais tiens, vous utilisez l'IA, mais est-ce que l'IA ne va pas à l'opposé de votre optique de décarbonation? Oui, de sobriété. Tout à fait. Alors là-dessus, on a fait les calculs, c'est epsilonesque. J'illustre, en fait, quand on installe une chaufferie géothermique et qu'on installe notre module d'IA, la chaufferie géothermique, c'est plusieurs centaines de milliers de watts de puissance. Nous, c'est un PC qu'on branche sur un chargeur de 40 watts. Donc, c'est vraiment epsilonesque. Donc, non, ça ne fait que contribuer à réduire. Après, ça peut faire peur. C'est-à-dire que pour certains, je vois nos clients ou peut-être concurrents, quand on parle d'IA, on dit oui, mais attention, est-ce que ça marche? C'est une chose que j'entends assez souvent. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, moi, de ce que j'ai appris, c'est que dans l'IA, il y en a tout type. Alors, nous, en l'occurrence, on utilise une IA assez simple. Alors, ça fait quasiment une décennie qu'on l'utilise. Donc, on n'est pas sur l'IA générative. D'accord. Je la critique pas du tout, mais on est plutôt sur de l'IA de machine learning. Donc, on apprend. Et au final, nos algorithmes sont assez simples. En revanche, la préoccupation qu'on a pour répondre à cette potentielle crainte des clients, c'est de s'assurer que ça marche sur le terrain. Et nous, tout notre enjeu, il est là. Donc, c'est un IA simple, qui ne consomme pas tant que ça, qui nous aide quand même énormément, mais surtout faire en sorte que ça fonctionne parce que, in fine, les clients veulent décarboner, mais sans risque. Il ne faut pas abîmer le confort de température de leurs locataires ou de leur, etc. Laurent Félix, le mot de la fin pour vous. Non, mais je crois beaucoup à la notion de filière. C'est dur d'avoir quelques pionniers qui, entre guillemets, se battent et qui essayent de faire bouger leur business model. Si la filière se met pas en mouvement, c'est difficile. Ça s'appelle le dilemme du prisonnier. On a des coûts qui augmentent, des ventes qui baissent, des renoncements à faire, et donc on est un peu pris au piège. Donc je crois beaucoup à la notion de filière. Et sur la filière de l'IA, nous, on a modestement, on joue notre part avec des outils pour la communauté de data scientists et d'ingénieurs en IA. Et je vous un tout petit exemple encore une fois, c'est Claire.bot. Claire.bot, c'est un outil qui permet à tous les développeurs d'IA aller sur Internet, Claire.bot, et vous avez un triple agent qui vous dit comment bien développer votre IA en respectant les normes, en faisant attention à l'environnement et au social, aux biais sociaux, etc. Voilà. Intéressant. C'est en open source sur le marché. Ok, de l'IA qui respecte le climat. Bon, merci à tous les deux. C'était extrêmement clair et concret. Vous êtes des pionniers et on espère que vous serez suivis. Merci à tous les deux. Donc Laurent Félix d'Equimetrix et Tristan Picard d'Accenta. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat.
Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. De retour d'Inde, directeur de l'AXA Climate School. Antoine, cette semaine a été compliquée, on l'a vu avec l'accord pour le moins mitigé à la COP29, mais vous voulez nous parler d'une bonne nouvelle et ça se passe au Danemark avec la signature d'un accord ambitieux. Et ouais, au Danemark, les principaux partis politiques du pays appellent cet accord historique qui devrait modifier le paysage du Danemark comme jamais depuis 100 ans. Alors de quoi on parle? Deux grosses mesures. D'abord, une taxe carbone sur l'élevage. C'est une première au monde. Les agriculteurs vont devoir payer les émissions de méthane de leurs bêtes. Pour se donner une idée d'ordre de grandeur, une vache, ça sera à peu près 100 € par an de taxes d'ici 2030 et plutôt 300 € en 2035. Donc c'est significatif, cet argent sera réinvesti dans la transition du système agricole. L'autre très grosse mesure, c'est les terres cultivées. On va rendre 15% de ces terres cultivées agricoles donc à la nature, soit pour planter des forêts, soit pour les mettre en jachère. C'est absolument majeur, ça commence maintenant et ça se terminera dans 20 ans. Pour se donner une idée, au Danemark, les terres agricoles, c'est à peu près 60% de la superficie du pays. C'est un record avec le Bangladesh. Donc l'agriculture tient un rôle absolument central. L'autre chose qui frappe, vu de France, c'est le mode de concertation de cet accord. Il a réuni les 4 partis politiques majoritaires, mais aussi les syndicats agricoles et l'industrie agroalimentaire pour arriver donc à ce texte de consensus. Et puisque vous nous parlez de la France, Antoine, on part dans le Var avec la découverte cette fois-ci d'un foyer de fourmis venues d'Amérique du Sud. On les appelle les fourmis électriques. Et oui, ces toutes petites fourmis jaunes que vous allez voir à l'image, ces fourmis électriques dont la piqûre est très douloureuse pour l'homme, mais qui sont surtout des espèces invasives, c'est-à-dire qu'elles viennent et elles délogent les fourmis locales, les autres insectes locaux, et donc elles dérèglent des écosystèmes. Des espèces entières sont obligées de fuir. On avait déjà trouvé un foyer de fourmis électriques, c'était à Toulon en 2022, et depuis on a presque rien fait. Alors il y a 2 hommes sur le terrain, Olivier Blight et Luc Gommel, qui mènent le combat. Ils achètent un insecticide spécial venu d'Australie pour lutter contre la fourmi électrique. Ils viennent d'obtenir à peu près 200 000 € de subventions. Ça ne devrait pas être assez. En Australie, sur les 20 dernières années, on a dépensé 28 millions d'euros pour lutter contre les fourmis électriques. Effectivement. Et pour finir, Antoine, les résultats à la dernière votation en Suisse sont tombés et les Suisses ont voté contre l'élargissement de leurs autoroutes. Oui, c'était un projet à 5 milliards de francs suisses, c'est-à-dire à peu près 5 milliards d'euros. Et ce qu'on voulait faire, c'était élargir les autoroutes, notamment de l'A1, la plus grosse autoroute du pays, près des villes, pour limiter les bouchons. Malheureusement, on le sait, élargir les autoroutes, ça ne réduit les bouchons que très temporairement. Et là où, à ce référendum, cette votation suisse, donc le oui était donné vainqueur par les premiers sondages, eh bien le non l'a emporté à 53%. Tout le monde est un peu surpris. Un sénateur conservateur, donc du côté du oui, dit qu'il y a quelques années, une votation pareille aurait été gagnée largement. Les temps changent donc pour ces gros chantiers autoroutiers, là où en France, le chantier de l'A69 est toujours polémique. Merci beaucoup Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat. Merci bien sûr à la CEC, comme toujours, pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.